Les relations entre l'OTAN et la Russie ont atteint un niveau de tension qui n'a pas été observé depuis les pires moments de la guerre froide. Certains analystes vont même plus loin en affirmant que la situation actuelle est potentiellement plus dangereuse que durant la période de 1947 à 1991. Car contrairement à l'époque où des mécanismes de communication et des doctrines de dissuasion mutuellement comprises existaient entre l'OTAN et le pacte de Varsovie, aujourd'hui ces garde-fous ont presque entièrement disparu. Les services de renseignement allemands ont récemment qualifié d'imminente la menace d'un conflit armé entre la Russie et l'OTAN, une déclaration qui a glacé l'Europe entière. Pour comprendre comment nous sommes arrivés à ce point de non-retour, il faut revenir en arrière et examiner l'effondrement progressif d'une relation qui avait pourtant connu des moments de coopération inespérés après la chute du mur de Berlin. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en décembre 1991, l'OTAN s'est retrouvée face à une question existentielle. Fallait-il dissoudre l'alliance maintenant que son adversaire avait disparu, ou fallait-il lui trouver de nouveaux objectifs? Les Occidentaux ont choisi la deuxième option. Au lieu de se dissoudre, l'OTAN s'est réinventée comme organisation de sécurité collective pour l'ensemble du continent européen. Le partenariat pour la paix, lancé en 1994, a permis à la Russie et à d'autres anciennes républiques soviétiques de coopérer avec l'Alliance sans en devenir membre. Pendant quelques années, l'idée d'intégrer la Russie elle-même dans une architecture de sécurité euro-atlantique commune a même été discutée sérieusement. Vladimir Poutine a raconté qu'en 2000, lors de sa première rencontre avec Bill Clinton, il avait demandé si la Russie pouvait rejoindre l'OTAN. La réponse américaine aurait été évasive, ce qui aurait convaincu Poutine que l'Occident ne voulait pas d'une Russie forte et indépendante comme partenaire égal. Mais c'est l'élargissement de l'OTAN vers l'Est qui a progressivement empoisonné les relations. En 1999, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque ont rejoint l'Alliance. En 2004, ce fut le tour de 7 pays supplémentaires, dont les 3 États baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, anciennes républiques soviétiques. Du point de vue occidental, cet élargissement était légitime. Ces pays étaient des démocraties souveraines qui demandaient librement à rejoindre une alliance défensive pour se protéger d'une éventuelle résurgence de l'impérialisme russe. Du point de vue russe, c'était une trahison historique. Les dirigeants russes affirment que lors des négociations sur la réunification allemande en 1990, les Occidentaux auraient promis verbalement à Mikhaïl Gorbatchev que l'OTAN ne s'élargirait pas d'un pouce vers l'Est. Les archives montrent que la réalité est plus nuancée. Ces discussions concernaient uniquement le territoire de l'ex-Allemagne de l'Est, mais le sentiment de trahison russe est réel et profondément ancré. Pour Moscou, l'élargissement de l'OTAN n'était pas défensif, mais offensif. Une tentative d'encercler la Russie et de la réduire au statut de puissance régionale de second rang. Cette perception s'est aggravée avec la révolution orange en Ukraine en 2004 et la révolution de Maïdan en 2014, que le Kremlin a interprété comme des coups d'État orchestrés par l'Occident pour arracher l'Ukraine de la sphère d'influence russe. L'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 a marqué le véritable point de rupture. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, un État européen modifiait les frontières d'un autre par la force. L'OTAN a réagi en suspendant toute coopération pratique avec la Russie et en renforçant massivement sa présence militaire sur son flanc oriental. Des groupements tactiques multinationaux ont été déployés en Pologne et dans les États baltes. Ces unités, composées de quelques centaines à quelques milliers de soldats, ne sont pas suffisantes pour repousser une invasion russe massive, mais elles servent de tripwire, de fil de déclenchement. Toute attaque russe tuerait inévitablement des soldats américains, britanniques, allemands ou français, garantissant ainsi l'activation de l'article 5 du traité de l'OTAN, qui stipule qu'une attaque contre un membre est considérée comme une attaque contre tous. Mais c'est l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022 qui a fait basculer la relation OTAN-Russie dans une hostilité ouverte et assumée. Vladimir Poutine a déclaré que cette opération militaire spéciale visait la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, mais aussi à empêcher l'adhésion de Kiev à l'OTAN. Cette guerre a eu un effet paradoxal. Elle a revitalisé l'OTAN qui semblait en déclin. Donald Trump
avait qualifié l'alliance d'obsolète lors de son premier mandat. Emmanuel Macron avait parlé de mort cérébrale de l'OTAN, et les Européens rechignaient à augmenter leur budget de défense. L'agression russe a tout changé. La Finlande et la Suède, neutres depuis des décennies, ont demandé leur adhésion et l'ont obtenue en un temps record. La Finlande a rejoint l'OTAN en avril 2023, doublant instantanément la longueur de la frontière entre l'Alliance et la Russie qui passe désormais à environ 2600 km. La Suède a finalement adhéré en mars 2024 après avoir surmonté les objections de la Turquie. Cette expansion transforme la mer Baltique en mer OTAN, un développement stratégique majeur qui réduit considérablement la marge de manœuvre navale russe. Les budgets de défense européens ont explosé. L'Allemagne a annoncé un fonds spécial de 100 milliards d'euros pour moderniser sa Bundeswehr négligée pendant des décennies. La Pologne prévoit de porter ses dépenses militaires à 4% de son produit intérieur brut, faisant d'elle proportionnellement la plus grande puissance militaire d'Europe après la Russie. Au sommet de l'OTAN à La Haye en 2025, les Alliés se sont engagés à investir 5% de leur produit intérieur brut dans la défense d'ici 2035, un objectif qui aurait semblé impensable il y a quelques années. Mais c'est le soutien militaire massif à l'Ukraine qui place l'OTAN et la Russie au bord d'un affrontement direct. Depuis février 2022, les pays de l'Alliance ont fourni à Kiev plus de 100 milliards d'euros d'aide militaire, chars Léopard, systèmes de défense aérienne Patriot, missiles longue portée, avions de combat F-16. Cette assistance a permis à l'Ukraine de résister à l'invasion russe, mais a aussi créé une situation où les armes occidentales tuent des soldats russes quotidiennement. Moscou considère que l'OTAN est déjà en guerre contre la Russie par procuration, et cette perception alimente une rhétorique nucléaire de plus en plus agressive. Vladimir Poutine a explicitement menacé d'utiliser des armes nucléaires tactiques si l'existence même de l'État russe était menacée. Une formulation volontairement vague qui laisse une grande marge d'interprétation. La Russie a également révisé sa doctrine nucléaire pour abaisser le seuil d'emploi de l'arme atomique. En septembre 2024, Poutine a déclaré que la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires en réponse à une attaque conventionnelle massive menaçant sa souveraineté ou son intégrité territoriale, même si cette attaque n'implique pas d'armes nucléaires. Cette révision doctrinale vise clairement à dissuader l'OTAN d'intensifier son soutien à l'Ukraine. Les incidents directs entre forces russes et forces OTAN se multiplient de manière inquiétante. Des avions de chasse russes interceptent régulièrement des avions de l'OTAN au-dessus de la Baltique et de la mer Noire, parfois à quelques mètres seulement, créant des risques de collision qui pourraient dégénérer. Des sous-marins russes patrouillent près des câbles sous-marins de communication qui relient l'Europe et l'Amérique. Plusieurs de ces câbles ont été mystérieusement endommagés ces dernières années, notamment en Baltique. Et bien que les preuves formelles manquent, les soupçons se portent sur des opérations de sabotage russes. La guerre hybride, menée par Moscou contre les pays de l'OTAN, s'intensifie également. Des cyberattaques massives ciblent les infrastructures critiques européennes. Des opérations de désinformation tentent de diviser les opinions publiques occidentales et d'affaiblir le soutien à l'Ukraine. Des actes de sabotage sont suspectés sur le territoire de pays membres, comme l'incendie mystérieux d'entrepôts logistiques en Pologne qui stockait du matériel destiné à l'Ukraine. La Biélorussie d'Alexandre Loukachenko, vassal de Moscou, a instrumentalisé des migrants en les poussant vers les frontières polonaises et lituaniennes, créant une crise humanitaire et sécuritaire délibérée. Le point de vulnérabilité le plus critique de l'OTAN reste le corridor de Suwałki. Cette bande de terre de 65 km entre la Pologne et la Lituanie qui sépare l'enclave russe de Kaliningrad de la Biélorussie. Ce corridor est la seule liaison terrestre entre les États baltes et le reste de l'OTAN. Dans tous les scénarios de guerre entre l'OTAN et la Russie, la prise de contrôle de ce corridor par les forces russes permettrait d'isoler complètement l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, facilitant leur invasion ultérieure. Des simulations militaires menées par des think tanks, comme la Rand Corporation, ont montré que les capitales baltes pourraient être encerclées en moins de 60 heures si la Russie lançait une offensive surprise. L'adhésion de la Finlande et de la Suède a partiellement réduit ce risque en permettant un ravitaillement maritime des États baltes via la Baltique. Mais le corridor de Suwałki reste le talon d'Achille de l'Alliance.
La grande question stratégique est de savoir si la Russie oserait attaquer un pays membre de l'OTAN. La dissuasion repose sur l'article 5 du traité qui garantit théoriquement une réponse collective à toute agression. Mais cet article ne stipule pas une intervention militaire automatique, il laisse à chaque membre le choix de sa réponse. La Russie pourrait parier sur une désunion de l'Alliance, surtout avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025. Trump a toujours manifesté un scepticisme envers l'OTAN et pourrait refuser d'engager les forces américaines pour défendre les États baltes, brisant ainsi la crédibilité de la dissuasion. Ce scénario cauchemardesque hante les chancelleries européennes. L'objectif stratégique de la Russie n'est probablement pas la conquête territoriale de l'Europe occidentale. Objectif militairement impossible face aux capacités combinées de l'OTAN. L'objectif est plutôt politique. Démontrer que l'article 5 est une coquille vide. Provoquer une crise existentielle au sein de l'Alliance qui pourrait mener à sa dislocation et restaurer une sphère d'influence russe en Europe de l'Est. Moscou parie sur la division, l'hésitation et le manque de volonté politique occidentale. Les Européens en sont conscients et tentent frénétiquement de se préparer. L'Union européenne a lancé en décembre 2025 un programme SAFE doté de près de 50 milliards d'euros pour moderniser les industries de défense, acheter des munitions et renforcer les capacités antimissiles. Des projets d'infrastructures militaires massives sont en cours. Nouvelles lignes ferroviaires transbaltiques pour permettre le déploiement rapide de troupes, construction de fortifications le long des frontières orientales, stockage, prépositionnement de matériel militaire en Europe de l'Est. Mais tout cela prendra des années et la fenêtre de vulnérabilité est maintenant. Les analystes estiment que la Russie pourrait être tentée de lancer une opération limitée contre un pays de l'OTAN entre 2026 et 2028, période durant laquelle elle aura reconstitué ses forces usées par la guerre en Ukraine, mais avant que les Européens n'aient terminé leur réarmement. Le pire scénario serait une attaque hybride, combinant guerre conventionnelle, cyberguerre, désinformation et manipulation politique, conçue pour créer une ambiguïté délibérée sur la nature de l'agression et diviser la réponse de l'OTAN. Nous sommes entrés dans la période la plus dangereuse pour la sécurité européenne depuis la guerre froide, avec une différence majeure. À l'époque, les deux blocs respectaient certaines règles du jeu et communiquaient via des canaux de désescalade. Aujourd'hui, ces mécanismes n'existent presque plus. Les traités de maîtrise des armements ont été abandonnés et la rhétorique des deux côtés atteint des niveaux d'hostilité qui rendent les accidents et les malentendus catastrophiques beaucoup plus probables.